aujourd'hui, dans les analyses, déjà allez-vous chercher votre petite boisson, petit popcorn, petit biscuit, tout ça, on y va. Petit rappel, là, la compagnie est arrivée à Lagueville, où ils ont été acclamés comme des rois. Bilbo reste sceptique par rapport à tout ça, parce qu'il sait qu'il y a le dragon derrière. Mais là, on sent vraiment qu'il y a une sorte de liesse qui pousse les gens à imaginer qu'il va y avoir des ruisseaux d'or qui vont arriver. Et là, on arrive au moment où justement la compagnie avec Bilbo donc vont partir en direction d'Erebor. Donc ils vont quitter Lagueville. Aujourd'hui, on va faire les deux chapitres, donc le chapitre 11 et le chapitre 12, tout simplement parce que le chapitre 11 ne fait que quelques pages. Voilà, j'avais pas... Il y a des choses à dire, ne vous en faites pas, mais on était surtout juste à côté du chapitre avec Smaug. Et c'est vrai que c'est un chapitre que j'avais hâte de traiter avec vous, puisque Smaug est quand même un des personnages les plus emblématiques, je pense, du Hobbit. Donc, dans le chapitre 11, je vais vous faire vite le résumé pour que vous voyez plus ou moins où on est dans l'histoire. Là, on est au chapitre 11, au moment où la compagnie est sur le bateau. Ils remontent pour arriver jusqu'au Val, donc à la ville de Dale. Et puis ils ont ce moment où ils essayent de trouver l'entrée cachée qui est donnée par la carte de Thror. Et finalement, il y a ce petit oiseau qui vient taper, qui leur montre l'endroit. Et Bilbo comprend que c'est là qu'il faut mettre la clé. Et ça y est, c'est ouvert. Ensuite, au chapitre 12, là, voilà, c'est un peu... Au chapitre 12, c'est un petit peu comme dans les films, si ce n'est qu'on n'a pas, si vous voulez, la grande bataille avec cette sorte de grande statuette d'or, là, ça, il n'y a pas. Oui, il y a Smaug qui crachote dans tous les sens, hein, dans la montagne, qui essaye de poursuivre les nains, etc. Mais voilà, il n'y a pas ce passage avec la grande statue en or. Par contre, voilà, Smaug est capable de sortir de la montagne, en revanche, sans aucun problème. Et voilà, on a la première fois où Bilbo va, puis revient apporter une coupe aux nains, et puis retourne. Et là, on a vraiment sa rencontre avec Smaug, qui est très emblématique. Voilà, il bute les poneys, ouais. Il est plaqué or. Là, il a carrément une armure genre de diamant. Smoke on the water, fire in the sky. On a les refs, Pépef, on a les refs. C'est Deep Purple. C'est Bling Bling, exactement. Et quel doublage de Benedict Cumberbatch. Incroyable. Je les ai vus en concert, Deep Purple, Pépef. Voilà, quand j'étais jeune. Dans mes jeunes années. Voilà, il a un plastron bling bling de joyaux et d'or, exactement. Ah, je m'excuse pas de vous avoir mis du Deep Purple en tête, hein. Petite question, mais je sais que Toriel n'existe pas dans les livres, mais les elfes roux, est-ce que ça existe dans l'univers? Oh oui, Mérissandre, il y a... Attendez, faut que je fasse un zoom parce que ma caméra ne faisait pas le zoom correctement. Oui, il y a des elfes roux, dont un super connu qui est Maedhros, qui est le fils aîné de Fëanor. En fait, l'épouse de Fëanor est rousse. Nerdanel est rousse. Et donc, elle a fait des enfants roux à Fëanor. Maedhros, et si je dis pas de bêtises, je crois que les jumeaux Amroth et Amrad sont... Je crois qu'ils sont roux, les jumeaux de Fëanor. Je crois qu'ils sont roux. À vérifier. Mais je crois que les jumeaux sont roux. Il me semble qu'ils sont roux. Mon père a beau me dire... Ah ben voilà. Évidemment que les rousses existent. Mais oui, Nerdanel est rousse. Bon. Allez. On y va. C'est bon, vous voyez plus ou moins où on est.
Là, on est vraiment quand ils sont dans les bateaux pour aller vers Erebor. Allez, c'est parti. On l'a bien vu dans le chapitre précédent, et même tout au long du livre, les nains, ils ont évité de penser à ce qui arrivait au terme de leur voyage. En fait, c'est comme si leur attention s'était portée sur la récompense qui les attendait, notamment le trésor de Thror qu'ils espèrent récupérer. Bombur, même à un moment dans le livre, avait qualifié le voyage de chasse au trésor. Et là, avec les chants enthousiastes qu'il y a eu à Esgaroth, donc Lac-Ville ou Bourg-en-Lac, les nains, si vous voulez, ils se sont laissés emporter par ça, en fait. Par cet élan de joie autour de cette récompense. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup pensé aux dragons. Et puis là, quand ils arrivent petit à petit près de la montagne, ils vont se rendre compte qu'il y a une sorte de désert qui est là. Et là, ils sont confrontés à la réalité, c'est-à-dire la désolation que le dragon a provoquée. On nous dit que la terre qu'ils traversent devient sombre et aride, bien qu'autrefois, elle ait été verte et belle. La terre autrefois qui était pleine de vie justement et de croissance, elle est déserte et vide. Et puis là, on voit que même la porte d'entrée d'Erebor, il y a une vapeur et une fumée noire qui en sortent. Et la rivière qui est juste là, depuis Erebor, qui va vers Lac-Ville, en fait, sa source est obstruée par la fumée du dragon. Et c'est comme si, en fait, l'eau était chaude et qu'elle se transformait en vapeur à cause de la chaleur de Smaug, en fait. Et là, le narrateur nous dit ils étaient arrivés à la désolation du dragon. Et ils étaient arrivés au déclin de l'année. Et là, le déclin de l'année, vous savez vers quel événement on arrive tout doucement et pourquoi c'est important. Et recoucou Anto. La quête des nains ici va prendre un ton d'une gravité morale bien plus grande. En fait, le dragon n'est pas seulement un dangereux gardien de trésors, c'est aussi une créature maléfique. Et en fait, il a une domination sur la terre qui entoure Erebor, et il va falloir y remédier. Balin, debout aux côtés de Bilbo sous les falaises grises et silencieuses, partage avec le Hobbit ses souvenirs qui contrastent très fort avec ce qu'il y a tout autour. Il dit que les flancs de la montagne étaient verdoyants de bois, toute la vallée abritée était riche, agréable, à l'époque où les cloches sonnaient dans la ville du Val. Et là, en fait, on a des souvenirs de beauté et de paix de Balin qui sont aussi en fait tristes et sinistres, car Smaug a assassiné des centaines de personnes, voilà. Mais en fait, il a aussi anéanti la vie autour. Et dans la désolation, là, on commence à voir que la véritable tâche qui attend la compagnie, c'est pas juste l'acquisition du trésor, ni même vraiment la vengeance, mais c'est aussi la guérison de la terre elle-même. Ah non, pas pratique pour les pattes, on est bien d'accord. Alors que les nains avancent vers la désolation, on voit que la montagne solitaire est imposante et sinistre devant eux. En fait, les célébrations qu'il y a eu à Lac-Ville s'estompent rapidement. On nous dit dans le livre que dans le désert au nord du lac, il n'y avait plus de rire, plus de chants, plus de chansons et de harpes, plus de fierté, l'espoir s'évanouir dans une morosité qui était pesante. En fait, les hommes qui les conduisent sur les rives du lac n'ont pas oublié les vieilles chansons et espèrent toujours qu'elles se réaliseront, mais ils trouvent néanmoins plus facile de croire aux dragons et moins facile de croire à Thorin lorsqu'ils sont dans ces contrées dévastées. En fait, chacun semble maintenant reconnaître ce que personne ne voulait envisager auparavant, c'est-à-dire la fin de leur voyage qui approche à grands pas et qui pourrait bien être une fin
horrible. L'espoir et la bonne humeur des nains sont totalement anéantis par la désolation du dragon. Finalement, on se rend bien compte que la confiance que les nains avaient là pendant les fêtes, ça n'a jamais été bien fondé, quoi. Arrivés sur les pentes de la montagne solitaire, objectif qu'ils ont atteint quand même un peu difficilement, ils sont confrontés à une sorte d'ironie un peu tristounette, quoi. Ils étaient au terme de leur voyage, mais aussi loin que jamais, semblait-il, du terme de leur quête. Le narrateur ajoute qu'aucun d'entre eux n'avait encore beaucoup de courage. En fait, les nains, là, vont même faire preuve d'une volatilité émotionnelle dans ce chapitre. Lorsqu'ils trouvent l'endroit où il peut y avoir la porte, en fait, là, le moral remonte un peu, mais en fait, vite, ça y est, ça retombe. La confiance des nains qui semblait inébranlable à Lackville, donc à Esgaroth, c'était complètement superficiel. Lorsque les nains sont confrontés à de véritables obstacles, là, leur confiance s'effondre et les nains deviennent de plus en plus moroses. Bonne nuit, Zozomalis. Merci French Snake pour le follow. Bienvenue en Terre du Milieu. Bilbo, lui, résiste aussi bien aux coups de mou des nains qu'à leur haut et leur bas. Il a toujours cette approche-là qu'on a vue de son côté Bessac, Sakiel, là, ancrée dans la réalité et non portée dans l'imagination, qui l'a empêché d'être trop emporté par la liesse qu'il avait et cet enthousiasme à Lackville. Et là, c'est cette même rationalité qui lui permet de ne pas sombrer dans la morosité qui est en train d'oppresser les nains à l'approche de la montagne. En fait, les nains semblent comme paralysés par l'idée d'être seuls dans ce désert périlleux, sans espoir de retour. Mais Bilbo, il est un petit peu plus pragmatique. Il aborde la situation comme un problème, et comme si c'était une énigme à résoudre. Coucou professeur Layton. Il empruntait souvent la carte de Thorin et la contemplait. Il méditait sur les runes. Le message des lettres lunaires lui paraît ronde. En fait, les nains sont têtus et déterminés pour abandonner. Et là, il manque presque de pragmatisme et semble incapable, dans ce cas-ci, de penser pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Et c'est Bilbo qui pousse les nains à entamer la dangereuse quête sur le côté de la porte occidentale. Et bien que leur seule solution pour pénétrer dans la montagne sans alerter Smaug, justement, soit de trouver le passage secret indiqué sur la carte, les nains ont apparemment besoin de l'aide du Hobbit pour commencer à chercher cette même entrée. Et la perspective solide et, comme je disais, pragmatique de Bilbo, en fait, c'est quasiment la seule chose qui fait avancer la quête à ce moment-là. On l'a vu dans les chapitres précédents, notamment dans le chapitre avec les mouches, que Bilbo est devenu une sorte de véritable chef de groupe. Et maintenant, sur les pentes de la montagne, l'expédition est quasiment au point d'exploser et de se transformer en fait en une aventure solitaire où il n'y a que Bilbo qui mène les choses. Alors, même le moral de Bilbo baisse quand même au bout d'un moment. On dit même qu'il n'est il n'est pas aussi brillant que les nains, mais sa morosité, elle diffère de la leur. Au lieu d'errer un peu sans but, comme les nains le font, Bilbo, lui, va se tourner vers l'ouest pour regarder le chemin de retour. En fait, Bilbo, là, il est assis sur le seuil. Le chapitre s'appelle Sur le seuil. Il est assis sur le pas de la porte de la maison des nains. Et il l'explique, hein. Il est assis sur le pas de la porte, il est réfléchi, mais il ne pense pas à entrer dans la montagne. Là, il pense plutôt à retourner sur sa petite colline, loin à l'ouest. Les nains ont fêté leur retour un petit peu trop tôt à Lackville, et ils sont maintenant arrivés à la montagne, et ils sont complètement désemparés. Bilbo, il a atteint le point le plus éloigné de son voyage aller. La montagne se dresse à l'opposé de sa colline.
Il est assis, dos à la paroi rocheuse, et regarde ce qui s'étend au-delà du lointain bleu, le pays de l'ouest, la colline et son trou de hobbits en dessous. Et là, Bilbo, il est parfaitement conscient hein, du contraste entre la montagne et la colline, entre sa demeure sûre et confortable et cette nature désolée, hantée par le dragon, où il doit accomplir sa mission. La vie paisible du trou de hobbit de Bilbo, cependant, est presque aussi éloignée des visions optimistes nourries par le peuple du lac et par les nains. Bilbo ne s'intégrera pas vraiment ici, à l'est, quoi qu'il arrive. Et en fait, finalement, cet éloignement qu'a Bilbo d'être, que ce soit en réaction en humeur comparée aux nains, c'est exacerbé justement par cette relation différente qu'il a avec eux. Les nains, ils mènent une quête d'une importance capitale pour eux et pour leur famille, alors que Bilbo, c'est juste un professionnel, engagé, un mercenaire improbable. Et si vous voulez, cette différence entre Bilbo et le reste des nains, elle est évidente depuis le départ, on l'a vu, hein, les nains ne considéraient pas vraiment très bien Bilbo. Voilà, et ils disaient on a un cambrioleur, comme s'il était d'une certaine façon différent. Ce que l'on entend dans la phrase, la référence à ce cambrioleur, c'est qu'en fait, Bilbo est avec eux, mais il n'est pas des leurs, en fait. On a un cambrioleur avec nous. Bilbo reste un peu à l'écart de ce groupe. Pourtant, on l'a bien vu juste au début du chapitre 10, Bilbo va dire une phrase à Thorin qui rappelle encore ça. Il va dire à Thorin que c'est une aventure idiote et que cette aventure idiote est la vôtre après tout et pas la mienne. Et donc là, cette séparation qui existe quand même, qui est toujours présente, hein, cette différence, si vous voulez, de statut, elle continue et elle est visible sur les pentes de la montagne solitaire. Mais en fait, la dynamique, elle a quand même changé. Au tout début de l'histoire du Hobbit, Bilbo, il était peu sûr de lui, et il était surtout désireux d'impressionner les nains, justement. Au chapitre 11, finalement, les nains commencent à envisager d'envoyer ici Bilbo par la porte d'entrée, parce qu'il possède un anneau invisible, et qu'il pourrait très bien se faufiler et donner des informations. En fait, Bilbo se soucie peu là maintenant des compétences qu'il pourrait leur montrer, mais en fait il est irrité et alarmé d'être encore une fois désigné pour ce genre de mission. On l'envoie toujours faire les trucs dangereux, mais là sa réaction, il est irrité de devoir sauver les nains encore une fois. Parce que rappelons-le, les araignées, les elfes, c'est lui qui sauve les nains à chaque fois. Et là, on perçoit une sorte de changement similaire ici. Parce que les nains se souviennent des paroles de Bilbo il y a longtemps lorsqu'il leur dit qu'ils pouvaient s'asseoir sur le seuil jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Et là, maintenant, c'est un retour ironique des circonstances. Désormais, ce sont les nains qui ne savent plus quoi dire ni quoi faire, et Bilbo est la seule personne compétente. Donc si vous voulez, on a vraiment un inversement, parce qu'au début du livre, c'était les nains sur le seuil, et là maintenant c'est Bilbo sur le seuil. C'est les nains qui prennent la décision pour l'aventure. Là, sur le seuil de la maison des nains, c'est Bilbo qui prend la décision. Et c'est la seule personne compétente à ce moment-là. En tout cas, celle qui a ses esprits, qui arrive à se dire on va aller vers l'avant. Donc en fait, dans cette situation, les nains, ils apparaissent un petit peu ridicules comparés à Bilbo dans cette quête pour cette porte secrète. On dirait qu'ils semblent avoir complètement oublié la prophétie lue par Elrond. Hein. C'était, tenez-vous près de la pierre grise, lorsque la grille frappera, et le soleil couchant, avec les dernières lueurs du jour de Dorin, éclairera le trou de la serrure. Mais c'est comme s'ils avaient complètement oublié. Et même après avoir trouvé ce qui doit être l'emplacement de la porte secrète, les nains ignorent littéralement ce message. Pourquoi ? En fait, à Foncombe, c'est même Thorin qui explique à Elrond que le jour
de Dorine est le premier jour de la dernière lune de l'automne au seuil de l'hiver. Et en fait, aucun nain ne semble se souvenir du jour de Dorine, même lorsque Thorin nonchalamment va lâcher un « demain commence la dernière semaine de l'automne ». Et c'est comme si, en fait, sans prêter attention aux runes, les nains tentent simplement de pirater, en fait, d'essayer de trouver des solutions, en fait, avec des pioches et des mines, mais c'est inutile. En fait, ils ont oublié, ils ont tout oublié. Voilà, ils ont tout oublié, on respecte pas Mime ici. On l'a vu donc au chapitre 3, une brève halte, que le message des lettres lunaires contient des instructions, mais surtout des prédictions. Donc, si vous voulez, le jour de Dorine, la griffe devra frapper, le soleil couchant illuminera la serrure. En fait, il n'y a qu'une seule instruction. Le reste, c'est passif. Hein. Il n'y a qu'une seule instruction, c'est « tenez-vous près de la pierre grise ». Et on peut pas vraiment dire que t'aies quelque chose d'autre à faire, quoi. Mais les nains n'arrivent pas à être juste passifs et à attendre. Ils essayent quand même avec des pioches, etc. et des pelles de s'en sortir pour ouvrir cette porte. Et finalement, même lorsque le rayon de lumière révèle la serrure par magie, les nains l'ignorent et se précipitent vers le rocher et poussent la porte avec leurs mains. En fait, désolé, hein, mais les nains démontrent qu'ils ne comprennent absolument pas. J'ai pas dit qu'ils étaient bêtes, mais ils ont pas compris ce qu'on leur a dit, quoi. J'ai pas dit qu'ils étaient bêtes, mais vous faites, vous pensez ce que vous pensez, hein. Mais là, ils sont pas très doués. C'est pas les nains mis sur leur le plus beau jour. Hein. En fait, c'est Bilbo qui là va prêter attention aux runes et qui va respecter ce qu'elles disent. Merci Luci. Merci pour le follow. Bienvenue en Terre du Milieu. Et, merci, et bonjour Aznarote. C'est un peu des bourrins. Ah ouais. Là c'est la preuve même que ce sont des bourrins. Ils sont là avec les pioches et tout, et ils ont oublié les instructions, quoi. Donc en fait, c'est Bilbo qui va se rappeler de tout ça. Des runes et de respecter ce qu'elles disent. C'est lui qui attend patiemment près de la pierre grise. Et comme il est en train de réfléchir aux lettres lunaires, c'est lui qui remarque la grive qui tape avec une coquille d'escargot contre le rocher. Et c'est à ce moment-là que Bilbo comprend que la prophétie est en train de s'accomplir. En fait, remarquez qu'au moment critique, là, alors que le soleil se couche et que les nains observent avec impatience en remuant la barre, c'est le hobbit qui obéit aux instructions du message en se tenant près de la pierre grise. Alors que les nains, là, ils gémissent dans la déception, alors que le soleil se perd dans les nuages, Bilbo est comme le seul qui garde espoir. Il reste presque immobile près de la pierre. Thorin, qui s'approche de la paroi rocheuse lorsque Bilbo l'appelle, n'aurait même pas pensé à essayer la clé que Gandalf lui avait donnée dans la serrure miraculeuse sans le hobbit. Donc en fait, même après, quand Bilbo dit « c'est là », bah en fait, il pense même pas à la clé, c'est encore Bilbo qui va le faire. Et TV Wills et Aznaroth, merci beaucoup pour vos follow, bienvenue en Terre du Milieu. En fait, les autres occasions où Bilbo a sauvé la situation, elles ont été mouvementées. Mais celle-là, c'est la plus importante de toutes. Les lettres lunaires, elles donnent déjà une impression qu'il y a quelque chose de magique, hein, on est bien d'accord, de surnaturel avec cette ouverture de porte. Et là, ce qui va se passer, ça le confirme en fait. Le matin du jour de Dorine, Bilbo éprouve l'étrange sentiment d'attendre quelque chose. Et ce sentiment, ça semble conduire à anticiper quelque chose de bon et potentiellement de magique. Peut-être que le magicien reviendra, il se dit aujourd'hui.
Bilbo pense vraiment que ça peut être quelque chose qui peut se passer. Et puis finalement, au lieu de ça, Bilbo il se retrouve au cœur d'événements un peu mystérieusement prédits plus d'un siècle auparavant. Le coup de la grive, avec la dernière lueur du jour de Dorine, et la grive qui tape sur la paroi rocheuse. En fait, le déroulement des événements ne laisse aucune possibilité que cela ait pu être naturel. La dernière lueur du jour de Dorine se révèle être un unique rayon de lumière qui s'échappe d'une ceinture de nuages rougeoyants, pointant tel un doigt vers le trou de la serrure avec une précision chirurgicale. Même la grive, dont l'implication aurait pu être expliquée par des moyens naturels, contribue en fait à cette atmosphère surnaturelle du moment. En fait, cette vieille grive, qui a observé l'événement tant attendu avec intérêt, la tête penchée sur le côté, elle va émettre un petit trill soudain lorsque l'unique rayon de lumière va frapper la paroi. En fait, l'oiseau semblait attendre, observant de très haut, afin d'annoncer, si vous voulez, l'accomplissement de la prophétie. Dans le chapitre suivant, voilà, je vous le spoil là déjà, mais dans le chapitre suivant, Thorin va expliquer qu'en fait les grives de la montagne solitaire, c'est une race qui est vivace et magique. En fait, son peuple avant était proche de ces oiseaux, avec qui ils avaient des bons rapports et qu'ils utilisaient pour les messages notamment. En fait, l'étrange chance, parce qu'on a toujours ce rapport à la chance dans le Hobbit, l'étrange chance qui a amené Bilbo et ses amis à la montagne par des chemins imprévus, on l'a bien vu, et tortueux, les a amenés finalement juste à temps pour un événement magique dont on parlait plus d'un siècle auparavant. Et l'ouverture de la porte ici qui secrète amène Bilbo au début de la toute dernière étape de sa quête. En fait, cette connaissance n'apporte cependant pas de soulagement parce que la description du passage secret par le narrateur, elle est assez terrifiante. Le narrateur nous dit que c'était comme si les ténèbres s'échappaient, comme une vapeur du trou de la montagne, une obscurité profonde, rien n'était visible, s'étendait devant leurs yeux, une bouche béante menant vers l'intérieur et vers le bas. En fait, Bilbo, il se tient près de la pierre grise et regarde les ténèbres elles-mêmes, qui sortent, qui jaillissent de cette porte telle une fumée, alors que cette fumée l'avait perturbé en voyant la porte d'entrée des Rébors. En fait, il fixe le passage, et en fait, c'est quasi comme rentrer dans la gueule du dragon. Grande ouverte pour l'engloutir, alors qu'il sait que c'est lui qui va devoir descendre.